Bonsoir à vous, bonsoir et bienvenue dans ce numéro spécial de Santé aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de la vaccination des enfants. Nous sommes le 31 août 2022, nous avons tous passé un été radieux, nous avons tous voyagé, nous avons tous été au restaurant, nous avons tous eu des loisirs, nous sommes peut-être partis à l'étranger et dans nos bagages, nous avons peut-être, sans doute, malheureusement, ramené des virus. Ces virus, ils touchaient les personnes faibles, les personnes âgées, et il semblerait qu'au gré des mutations, au gré des variants, ils soient capables aujourd'hui de toucher ce qui est le plus précieux dans notre société, sans doute aussi pour nos parents, les enfants. Je suis avec le docteur Misa Vasterkard. Vous êtes d'origine ukrainienne, je me permets de le rappeler. Avec vous, il devait y avoir, ou plutôt en face de vous, il devait y avoir le professeur Christophe Persson. Malheureusement, pour le conflit qui nous touche en Ukraine et en Russie, il ne peut être présent. Je me ferai donc l'avocat du diable en essayant, maladroitement, de reproduire ces paroles et d'être un petit peu l'avocat du diable en face de vos propos. Je précise d'ailleurs pour nos téléspectateurs, mais également pour la direction de la chaîne, que je me désolidarise d'avance des propos que je pourrais tenir par rapport à la vaccination et au scepticisme qui pourrait en découler. Tout d'abord, j'avais dressé votre CV pour savoir d'où vous parlez. Je pense que tout le monde vous connaît parce que vous êtes un habitué des plateaux depuis longtemps, depuis 2 ans, 2 ans et demi bientôt. Vous êtes psychiatre, membre honoraire de l'Académie de médecine. Vous êtes également néphrologue, hépatologue. Vous êtes également directeur de l'Association française pour la protection bucco-dentaire. Vous êtes également, et on le voit aujourd'hui, et c'est un plaisir de vous recevoir avec cette qualité, vous avez reçu la Légion d'honneur. Déjà merci de nous honorer de votre présence. Donc vous êtes tout à fait à propos pour discuter à la fois de cette crise, mais également de la vaccination chez le plus petit. C'est un sujet assez épidermique. Je pense que les personnes qui nous regardent, petits et grands, parents, se posent beaucoup de questions. Certains ont peur, à tort, à raison, je ne sais pas. Je précise encore une fois que je me fais l'avocat du diable. Le but, dans ce débat ouvert, pluriel, libre, éclairé, est de savoir, vous, parents, vous, enfants, allez-vous, car c'est de ça aussi qu'il s'agit, devoir vous vacciner dès demain pour retourner à l'école et que vos parents puissent aller travailler dans la sérénité. Je vous laisse la parole. À l'orée d'une crise importante, je crois qu'il est nécessaire d'envisager toutes les solutions auxquelles les parties prenantes peuvent donner leur accord. Quand vous parlez de parties prenantes, vous pensez à quoi exactement ? On a trop pris les Français pour des imbéciles. Je crois qu'il ne faut pas prendre les Français pour des imbéciles. Il ne faut pas oublier qu'ils le sont. Nous les premiers. Voilà. Et voilà, nous les premiers. Je crois que les choses sont très complexes. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Les Français sont perdus. Je crois que les Français ont peur. Et je crois qu'ils ont besoin d'être rassurés. Alors aujourd'hui, on a une arme. On a un bazooka. On a un missile supersonique face à cette épidémie. Je crois qu'il faut l'utiliser. Faut pas tarder, faut pas attendre. Et puis, il faut vaincre la réticence des Français, des Françaises, des Français. Alors là, ce que vous nous dites, c'est un discours très belligérant, comme quoi il faudrait presque faire la guerre à qui ? Au virus, aux sceptiques ? On ne sait pas trop. On sait que le virus mute sans cesse. On nous a dit qu'il fallait nous habituer à vivre avec, qu'il fallait le combattre, qu'il fallait aller le chercher, le persécuter. Vous utilisez souvent l'image du grand méchant loup. C'est vrai que c'est assez à propos avec les enfants qui nous regardent. Est-ce que vous pourriez, un petit peu à la manière d'un conteur, parce que je crois que votre père également était un auteur très connu, vous avez en vous cette fibre, en dehors de la psychiatrie, de la néphrologie, des disciplines qui vous ont cher, cette faculté à transmettre des informations de manière extrêmement pédagogique, très ludique, quelque part parce que c'est complexe. Moi le premier, j'avoue, je n'y connais rien, je n'y comprends rien. J'essaie de m'informer, mais je baisse vite les bras. Vous êtes là pour nous rassurer. J'aimerais que vous parliez aux enfants, aux parents, avec un discours le plus simple et pédagogique possible. Seringue. Vaccin. Injection. Protection. Voilà, je crois que faut des mots simples, faut réussir à raconter une histoire. Enfin, c'est presque vous savez, la médecine, c'est un art, avant tout. C'est un art.
Alors, Et donc, je crois que là, on est dans un art un arme commandité et un art martial. Voilà, il faut aller se battre contre le virus. Il y a des méchants virus, hein, et je m'adresse aux enfants qui nous écoutent, hein, les enfants. Faut se faire vacciner, faut pas hésiter, faut y aller, hein. Allez, tac, 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 on y va, tchac, tchac, hop. Hein, surtout que c'est pas grand-chose. c'est rien. Avec 11 vaccins obligatoires, qu'est-ce que c'est qu'un 12e, un 13e, un 14e et un 15e? Voilà, souvent pas on mélange tout. On dit, bon, d'abord il y a une première injection, puis une deuxième injection, puis un premier booster, puis un deuxième booster. C'est très différent. Des gens qui disent qu'il y a 4 injections, là. Voilà, il y a 2 injections et 2 boosters, avant éventuellement un troisième sur d'autres variants qui seraient apparus. Mais là, on est aidé énormément par nos partenariats directs avec l'industrie. Je veux dire, si les firmes pharmaceutiques n'avaient pas développé aussi vite des produits aussi fiables, aussi sûrs et efficaces, bah là, on serait réduit à quoi? Au paracétamol. Bon, bah, je crois que voilà, les Français doivent se rendre compte qu'aujourd'hui, on a une solution. Elle vaut ce qu'elle vaut. Elle vaut ce qu'elle vaut. Hein. Elle est très bien pour Elle est l'instant. sûre et efficace. Elle vaut cher. Voilà, il faut bien le dire. Hein. Voilà, l'Union européenne a mis de l'argent sur la table. Les Français doivent comprendre que c'est gratuit. Dans leur intérêt. Dans leur intérêt, avec beaucoup d'argent pour l'innovation technique, pour la marche en avant du progrès face aux épidémies. Ce qui est bien, c'est que ça commence avec le coronavirus, si vous voulez, mais ça s'arrête pas, parce qu'en fait, après, vraiment, tous les virus sont des ennemis, donc, bah voilà, on commence avec le coronavirus, enfin ça, c'est réutilisable, hein, voilà, on peut s'en servir, et puis une fois qu'on a formé, les bouchers, les maîtres d'école, on n'a plus vraiment besoin de médecins pour le faire. Je crois que les gens vont arriver même à l'auto-injection au bout d'un moment. Il est d'ailleurs, je me permets, Sanofi a développé des cabines d'auto-vaccination et je pense que c'est tout à l'honneur de cette firme qui nous permet à nous de nous autonomiser parce qu'on a vu un engorgement dans les vaccinodromes. On a vu aussi parfois, et c'est vraiment déplorable, mais on ne peut pas en vouloir aux firmes pharmaceutiques de nos États, des manques de doses. Là, la solution a été trouvée, parce que 4 doses, ça va faire 4 prises de rendez-vous. Vous avez suggéré, et ça a été approuvé, enfin quand je dis approuvé, ça a été validé, le fait de réunir 4 doses en une. C'est une innovation qui vous revient de droit, en fait. Exactement, je crois que il faut savoir être audacieux. Hein, dans un art martial, on voit avant tout la créativité au niveau d'audace. Et qu'à un moment, il faut un petit peu se défaire des structures obsolètes, de l'idée qu'il faudrait passer par toutes ces validations pesantes, administratives. Un très grand nombre de Français veulent se débarrasser de l'administration, et je crois à raison, hein. Ma foi, on se sent contraint de tous les côtés. Il y a un moment, il faut libérer la place à l'innovation, libérer la place à la santé autonome, et on est en train de mettre en place, avec nos partenaires sociaux et l'ensemble des syndicats hospitaliers aujourd'hui, que je crois que un petit peu je les représente si vous voulez, enfin bien sûr j'ai pas été élu ni rien, mais je crois que je me fais leur voix en disant que en voilà assez d'attendre aux urgences, de fermer des services. Il est temps d'une médecine citoyenne, participative, responsable, inclusive et autonome, en partenariat direct avec les multinationales. Du médicament qui cherche avant tout le bien commun. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut arrêter de diaboliser tout le temps. Voilà, Big Pharma. Bon, non, je crois que voilà, c'est des gens qui cherchent avant tout à soigner, à ce qu'on soit en bonne santé, à ce que tous ensemble, on se donne la main pour aller vers la santé de demain, quoi. D'ailleurs, je reconnais dans votre discours un certain panache à la française. C'est une innovation, un petit peu à l'idée de la Startup Nation, on peut le dire. Et d'ailleurs, vous avez dit, il faut que chacun mette du sien. Vous l'avez fait au niveau idéologique, vous l'avez fait dans votre présence dans les médias, dans les nombreux comités, mais également avec votre portefeuille personnel, grâce auquel vous n'avez pas hésité à investir dans des technologies innovantes pour le bien-être des plus petits, et ceci depuis 2019. Je crois qu'aujourd'hui, dans une société, on ne peut pas avoir une seule corde à son arc. Donc effectivement, vous l'avez dit, je suis un petit peu un touche-à-tout de la médecine, mais en étant un investisseur institutionnel dans les medtech. Alors les medtech, il faut que les Français comprennent. Je crois qu'aujourd'hui,
voilà, aller voir son vieux généraliste qui vous suit depuis l'enfance, c'est un petit peu dépassé tout ça. Donc on a vraiment, bon, là, on est en train de travailler sur un projet de loi extrêmement intéressant de dossier patient informatisé, finalement portable. Voilà. Bon, voilà, je crois que c'est la technologie embarquée, comme on l'appelle dans les voitures, vous voyez. Il y a d'une puce ou d'un bracelet. Voilà, je pense que même certaines personnes iront jusqu'à le mettre sous la peau, parce que ma foi, pourquoi s'embêter à avoir téléphone portable au bout du bras, alors que vous pouvez avoir votre dossier médical sur un simple scan. Je crois que c'est le futur, c'est l'avenir. Il y a beaucoup trop de Français qui sont dans un monde pas essayiste, où ils n'ont pas idée de ce qui se passe dans les laboratoires de recherche. Je crois qu'il faut s'éclairer sur les laboratoires de recherche. Comme je vous l'ai dit, il ne faut pas prendre les Français pour des abrutis. Mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont. Et donc, je crois qu'à un moment, il faut dire les choses clairement, expliquer clairement. Puis aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de comprendre tout ce qu'il y a dans la vaccination. Surtout que c'est assez simple. Je me permets de trahir une petite conversation off pour la préparation de cette émission. Je vous ai demandé, mais je suis père de famille, donc je me suis permis de vous poser des questions. Je vous ai dit, mais combien d'ARN messager dans une seringue? Vous m'avez dit comme ça. Je pense que c'est... voilà, la réponse est éloquente. Je crois que vous vous souvenez tous du dessin animé La Vie. Je crois qu'aujourd'hui, c'est comme ça qu'il faut expliquer la science et la médecine aux enfants. Dans un vaccin, combien il y a de vaccins, combien il y a d'ARN, il y a ça. Il y a ça. Et ça c'est bien. Ça, c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà, c'est pouce en l'air. Je veux dire, aujourd'hui, regardez ce qui se passe sur Internet. 1, 2, 3, 5 étoiles, pouce en l'air, pouce en bas. Voilà. Feu rouge, feu vert, feu orange. On va pas complexifier les choses à outrance. C'est feu vert. Je vais me permettre de vous couper et je m'en excuse. J'ai dit que je devais faire l'avocat du diable. Je vais me permettre de le faire. Vous avez parlé de pouce en bas. Sur certaines de nos publications, sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, mais également sur notre blog, nous avons des personnes extrêmement sceptiques qui sont des parents. Peut-être faites-vous partie, et quelque part nous vous excusons parce qu'ils n'ont pas eu encore la possibilité de rencontrer vos paroles sans doute. Il y a des parents qui sont sceptiques. Alors, je répète, je me désolidarise de moi-même, je remplace le professeur personne. Certains parents ont dit que les études n'ont pas été menées dans de bonnes conditions de la part des fabricants de vaccins sur les enfants, et certains arguent, je ne sais pas, que Eurovigilance a rapporté plus d'1 million d'effets indésirables sur la population européenne. Voilà. Que pensez-vous de ces chiffres? Ils essayent de noyer le poisson. Le vaccin, c'est pouce en l'air. Voilà, le vaccin, c'est pouce en l'air. Je crois qu'il faut des messages simples, il faut des messages percutants. On est avant tout dans une action de communication vis-à-vis du grand public pour vaincre la résistance vaccinale. Vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup trop de parents considèrent leur rôle avec beaucoup trop d'émotions. Ils disent juste qu'ils sont responsables de leurs enfants. Je crois qu'à un moment, il faut vraiment expliquer aux parents que, voilà, leurs enfants ne sont pas leurs enfants. Voilà, les enfants sont des êtres autonomes, sont là pour exercer le libre exercice de leur liberté. On a travaillé tous ensemble avec un panel important de sénateurs et de députés à baisser l'âge de la majorité sexuelle. Bon, voilà, je crois qu'à un moment, faut que les enfants soient libres. Alors, le débat a été posé, je me permets de vous couper encore également, et je vous prie de m'en excuser encore une fois. Et pour les prochaines fois, je m'en excuse d'avance. Il a été question que l'enfant puisse exercer son consentement à la vaccination à partir de 4 ans. Vous êtes le principal promoteur de cette loi. Moi, j'ai des enfants en bas âge. Par exemple, à 2 ans, il fait la différence entre oui, non, entre pipi et caca. Est-ce qu'il ne serait pas déjà en âge de pouvoir savoir ce qui est bon pour lui en testant dans la bouche? Et bien là, pareil, avec finalement ce comme ça très compréhensible, est-ce qu'il ne serait pas en âge déjà de pouvoir exprimer son libre arbitre? Voilà, je crois que c'est très important ce que vous avez dit, pipi, caca, vaccin, voilà, c'est quand même des concepts simples. Et je crois que l'enfant, vous dites 2 ans, mais finalement les neurosciences modernes expliquent que déjà il se passe beaucoup de choses dans la vie intra-utérine. C'est clair. Et donc, je crois que la vaccination de la femme enceinte, c'est un incontournable, on n'en discute plus. Mais je crois que la vaccination intra-utérine quand même reste un objectif primordial. Parce que vous savez, l'enfant il sort, il était protégé, était dans une enceinte, protégée. Et puis là, il arrive dehors dans un monde hostile, quoi. Peut-être trop protégé. Peut-être trop protégé. Donc, on est dans une logique de prévention, de médecine en amont de la maladie, en amont de la problématique. Louis Pasteur a montré le chemin. Je veux dire, on vit dans un monde qui est extrêmement dangereux. Partout, il y a des ennemis, il y a des grands méchants loups. Voilà, il y a un moment. Les méchants. Je crois que l'État doit prendre sa responsabilité. Puis, les parents s'effacer un petit peu, parce que ma foi, bon.
Alors, Voilà. vous, je sais qu'aussi, Donc, c'est clair. je me permets de faire une petite parenthèse, dans le but de protéger la vie, vous êtes promoteur également des grossesses extra-utérines qui permettraient que l'enfant se sente quelque part moins attaché à sa maman et quelque part aussi plus protégé. Alors, Bon, je comprends que ça fasse débat, hein. Bon, évidemment, ça pourrait paraître comme ça un petit peu choquant pour la plupart des gens. Moi, je crois que c'est vraiment important de séparer très rapidement voilà, l'individu a droit à son libre arbitre, de faire partie d'autre chose. Mais bon, c'est la science qui doit trancher avant tout. Hein. Vous savez que je suis investisseur institutionnel aussi dans une association de zététique, hein. C'est des fact-checkers, les gens qui vraiment savent nous dire ce qui est vrai, ce qui est faux. Parce que, c'est tout à votre honneur. Voilà. Je me permets. Il y a eu 278 000 articles sur le Covid. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y comprenne, quoi? Vous avez un moment besoin de gens qui vous disent c'est comme ça et pas autrement. Donc là, moi, je fais entièrement confiance dans des gens comme certains journalistes qui ont des diplômes de jeux vidéo, qui ont des diplômes des masters en sociologie, des choses comme ça. Voilà, je veux dire, ceux-là, ils savent, quoi. Moi, par ils savent exemple, parce que moi, j'ai une licence d'histoire tout de médecin l'art. que je suis. Voilà. En ayant une licence d'histoire de l'art, je suis tout à fait à propos. Et d'ailleurs, j'en profite pour rappeler que notre chaîne de télévision, en lien directement avec l'association à but non lucratif que vous avez fondée, qui est même une fondation financée, enfin bref, Voilà. nous aurons peut-être l'occasion d'en revenir dans un prochain numéro, nous mettons à disposition de la zététique, mais également des autres médias, 18 journalistes, pas moins de 18 journalistes. Bon, ils ne sont pas à temps plein, ils sont essentiellement stagiaires, en alternance, en formation post-bac. Intermittent du spectacle. Voilà, voilà. bref. Mais tous les statuts sont bons. Ils sont là pour relire et surtout transférer directement sur les réseaux sociaux ce qu'il convient de lire, de ne pas lire et surtout de mettre devant les yeux des parents. J'aimerais, si vous le permettez, que vous adressiez directement aux parents, aux quelques rares sceptiques, mais qui sont essentiellement, on peut le dire aujourd'hui avec 2 ans de recul, des gens qui sont issus du milieu complotiste, rassuriste, survivaliste, pardonnez-moi l'insulte, et également, malheureusement, d'extrême droite. Est-ce que vous pourriez, face à ces brebis égarées, leur transmettre des informations pour que au moins leurs enfants ne tombent pas dans les affres de ces réseaux? Voilà, il y a une énorme défiance de la population vis-à-vis de la médecine. On sent bien que tout ça, c'est l'idéologie d'extrême droite qui cherche à tailler son chemin. Bon, quand c'est pas plus que ça, hein, parfois. Donc, bon, voilà. Je m'adresse vraiment aux parents, là. Il y a un moment, il faut faire confiance. Il y a un moment, il faut faire confiance. Vous avez des entreprises multinationales qui ont pignon sur rue. Hein. Je veux dire, c'est un peu comme l'entreprise à papa qui a fleuri dans votre village. Bon, elle serait devenue plus grosse, mais enfin bon, avant tout, elle cherche le bien commun. Elle fait travailler des gens, il y a de l'économie, tout ça. Bon, donc, là, il y a un moment, il faut arrêter de tergiverser. Il faut faire confiance. Et je crois que tous nos projets de loi sur la dénonciation des parents sont pas complètement fous. Effectivement, les enfants qui pourraient dénoncer leurs parents, qui verseraient dans des thèses complorationnistes d'extrême droite. La régie affiche directement le numéro de téléphone voilà. auquel les enfants peuvent... Exactement, c'est un numéro vert. L'association de fact-checkers et de zététiciens est au bout du fil, permettra de rétablir la vérité quand il y a besoin, parce que maintenant on est dans une espèce d'ère de non-vérité, on sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux, tout le monde ment. Au moins, voilà, à la télé, vous avez ce qu'il faut, là les choses sont claires. Et puis bon, on va pas se mentir. On va pas se cacher là. Bon, si vous n'êtes pas d'accord, c'est comme ça. J'ai envie de dire. C'est comme ça. En fait, c'est le slogan. J'ai envie de dire. Comme ça. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Bah, si vous n'êtes pas d'accord, bon, il y a un certain nombre d'arsenal législatifs pour inciter à la vaccination et lutter contre la réticence parentale. Bon, qui vont aller d'un panel très complexe. Moi, pas obligé de rentrer dans les détails. Mais enfin, globalement, on peut commencer par sucrer les allocations familiales, puis empêcher d'aller à l'école, puis petit à petit retirer la garde, puis en fait, vous amener doucement quand même globalement à dire oui. Puisque, voilà, si on ne joue pas le jeu de la collectivité, pourquoi la collectivité? Et là, je me mets vraiment dans mon rôle de journaliste, vraiment... Et votre rôle de père, on fait partie de plus grand, on est un groupe, on se tient les coudes, on se vaccine pas pour soi, on se vaccine pour les autres, on vaccine pour les personnes âgées à qui on donne du Rivotril dans les EHPAD. Les choses sont claires, on est là pour préserver la vie avant tout, quoi, vous comprenez hein, Je pense que c'est très bien que vous... Parce que vous avez... J'ai oublié, et je m'en excuse auprès de vous des spectateurs, vous avez également un DU de gériatrie, et vous avez été premier sur le pont, on va dire, dès 2020, à alerter ardemment sur les désastres possibles dans les EHPAD avec le succès qu'on a connu. C'était quand même, excusez-moi, une vraie maestria. Tout ce que vous avez orchestré en si peu de temps, vous avez sorti ça de votre chapeau presque quelque part, c'était vraiment un tour de magie, ça a tout résolu, et j'ai envie de me dire pourquoi ça ne serait pas encore le cas pour les enfants. Pourquoi on ne pourrait pas,
réitérer ce qui a fonctionné il y a 2 ans, pourquoi on ne pourrait pas le réappliquer? Exactement, vous le racontez très bien. Voilà, vous avez dit que j'étais un raconteur d'histoire. Et je crois qu'on est très nombreux au sein de la communauté institutionnelle, médicale et universitaire à raconter des histoires. Et ces histoires se réalisent. Alors, ça tombe bien. Donc, vous avez souligné le fait que j'avais été le premier partie prenante dans la création des EHPAD et des mouroirs. Et j'étais aussi investisseur. Et voilà, parce qu'il faut mouiller la chemise. De temps en temps, il faut y aller, quoi. Je veux dire, voilà, hein, la liberté a pas de prix, quoi. Et donc, avant tout, l'argent doit servir à mettre en place de l'innovation. Aujourd'hui, il y a tellement de gens qui rêveraient d'une société immobiliste à l'ancienne, alors qu'en fait, voilà, on investit, on raconte l'histoire, on utilise les médias, on utilise les politiques, tout ça, comme vous dites, ça s'orchestre bien, ça maille bien. Et puis, on peut mettre en place des choses fascinantes pour notre société, parce que, demain, vous serez soigné par des petits robots, demain, vous serez dans les étoiles, quoi. Hein, on ira, quoi. Je veux dire, on ira. Je vais me faire encore l'avocat du diable. Je m'en excuse, et je m'en excuse auprès de vous, à nouveau, et auprès de ma direction également. Certains sont sceptiques sur ces notions de tout technologique et demanderaient, par exemple, la réintroduction des soignants suspendus. Je sais, et j'aimerais que vous ne soyez pas trop émotifs, parce que je sais que vous êtes assez virulent. Vous avez signé d'ailleurs de nombreuses tribunes dans les médias auxquels vous avez accès. Je crois que à peu près 25 tribunes vous avez signé en moins de 4 jours au sujet des soignants suspendus. Je ne me souviens même plus, en fait. Elles ont été écrites par... les soignants suspendus ont choisi. Ils ont choisi ce qu'il fallait pour qu'on les fasse partir. À un moment, les choses sont claires. Soit ils jouent le jeu de la collectivité, ils y vont, et dans ce cas-là, ils peuvent rester dans le système. Soit le système les exclut, c'est comme ça. Il y a un moment, vous mettez les criminels en prison, vous mettez les violeurs sur la chaise électrique. C'est normal, quoi. Voilà. Enfin, la peine de mort est abolie, bien sûr. Enfin, je parle pas de peine de mort pour les soignants suspendus. Peut-être à réintroduire. Certains osent. Moi, je n'irai jamais jusque-là, bien sûr. Enfin, quand même, il faut voir à quel point ces gens-là sont toxiques. C'est-à-dire qu'ils ont abandonné leurs patients. Ils ont abandonné le système de santé. Aujourd'hui, le système de santé est en déréliction, quoi. Les urgences sont... on les a fermées pour que ce soit plus simple, en fait. Hein, parce que sinon, c'était difficile de gérer la queue pendant 18-24 heures. Il fallait nourrir les gens, les loger, avant de les soigner. Donc, ça commençait à devenir très complexe. Les urgences n'ont pas vocation à devenir un hôtel, un restaurant, etc. Mais donc, le ministère a très bien fait. Il a fermé les urgences pendant l'été. Au moins, les choses sont claires. Voilà. Les personnes âgées... Tout de suite me vient une question. Je sais que vous êtes à l'initiative de nombreux projets de loi. Vous avez vous entrez à l'Assemblée nationale, au Sénat, le comité d'éthique, voilà, le Conseil constitutionnel. Vous êtes chez vous, hein, on peut le dire. Voilà. D'ailleurs, je crois que votre père y siège, si je ne me trompe pas. Voilà. Mais je crois que c'est la politique de demain. C'est-à-dire qu'on a trop longtemps laissé dans la main des experts, de gens désignés par le suffrage, des choses comme ça, un petit peu barricadabrante, la décision collective. Aujourd'hui, on a des sciences participatives citoyennes. Donc le citoyen participe activement, je suis un citoyen comme un autre, ma foi, et donc avec le petit collectif de citoyens qu'on a mis en place, comme un autre, on y va. Personne ne cumule autant de diplômes que vous, donc je pense que vous n'êtes pas comme un autre, donc vous avez une légitimité à vous exprimer et quelque part à être à même niveau, voire peut-être au-dessus du législateur. Par rapport à cela, pour les parents sceptiques, la question est simple. Garde, retrait de garde, jugement, menace, chantage. Voilà, je crois que c'est tout un arsenal, tout un panel de choses qu'on peut mettre en place, qui sont avant tout pour vaincre la réticence vaccinale, permettre aux gens d'être éclairés, d'avoir une information vraiment bien claire sur la vaccination, et puis les enjeux qu'il y a autour. C'est-à-dire qu'effectivement, vous ne vaccinez pas, c'est comme les soignants suspendus, hein. C'est ciao, quoi. C'est ciao. Il y a un moment, les soignants suspendus sont en train de se plaindre, de faire des actions juridiques, etc. J'ai envie de dire qu'ils crèvent, quoi. Enfin, voilà. À un moment, c'est cru, mais quelque part. Oui, c'est un peu cru. De temps en temps, il faut aller un petit peu plus loin pour marquer les esprits. Vous comprenez, il y a des images qu'il faut quand même prendre. Nous, on est confrontés avec la vie et la mort tous les jours dans la médecine. Là, les gens, ils pensent qu'à leur petite gueule. Il y a un moment, il faut penser à Pfizer aussi, quoi. Je veux dire, il faut pas non plus tout le temps tout rapporter à son portefeuille. Alors qu'il y a un portefeuille plus vaste qui est celui de la Commission européenne. Alors, c'est vrai que vous dites, nous, on voit ça, je crois savoir, mais c'est tout à votre honneur d'investir d'autres champs, notamment le champ économique, politique. C'est vrai que ça fait quand même 17 années que vous n'avez pas travaillé directement auprès du public, dans des hôpitaux, dans des... Non, mais ça s'oublie pas. C'est comme le vélo, vous voyez, effectivement, je ne vois plus directement de patients.
moi, voilà, je suis au contact Mais de ça la vous donne société. quelque part un recul Non, mais objectif. voilà, Et vous je êtes suis au moins contact de peut-être- la société. Je et vous regarde de tâchez temps en temps d'émotion. la télé, quoi. Je veux dire, donc Ouais. je me rends compte quand même de ce qui se passe, quoi. Je veux dire, je suis pas pris dans une tour d'ivoire où je comprendrai rien. Donc non. Faut pas prendre les Français pour des imbéciles. Il faut pas oublier qu'ils le sont. Je crois que ça pourrait être le mot d'ordre général, en fait, un petit peu de notre façon de voir les choses. Vous avez des soignants suspendus, vous avez des gens qui disent qu'il y a des effets secondaires. Il y a toujours des effets secondaires, quoi. On fait pas d'omelette sans casser les œufs, quoi. On fait pas de feu sans fumer. On fait pas la mayonnaise sans battre la... Voilà, vous comprenez? Donc, il y a des effets secondaires, voilà. Ils sont minimes. Bon, ils Je sont pense que- minimes. Parce que là, on parle. Alors, je ne suis pas technicien, vous êtes, mais je crois que vous êtes spécialiste aussi en cardiologie. Voilà. Il me semble que vous êtes cette spécialité également. On parle de myocardite, péricardite, de choses comme ça. Donc, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est vraiment ça? On parle de paralysie faciale, d'hémiplégie, de choses comme ça. Je n'y comprends pas grand-chose. Moi-même, par exemple, j'ai des difficultés respiratoires, mais bon, ça n'a rien à voir. Mais on dit des choses, on entend des choses. Moi, je n'y comprends rien. On voit des affiches dans le métro. Moi, je suis un peu embrouillé. Je suis journaliste. Vous savez, on entend beaucoup de choses. Hein. On entend beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. On entend beaucoup de choses de légendes urbaines dans le grand public. Bon, le Sénat, bien contre notre avis, a rendu un rapport. Bon, voilà, il a accepté l'idée qu'il y avait des troubles menstruels chez les jeunes femmes. Bon, après, on fait pataquès, quoi. Hein, je veux dire, il y a un moment, vous pissez le sang, vous arrêtez de pisser le sang, c'est plutôt de la chance d'arrêter de pisser le sang, non? Enfin, je veux dire, il y a un moment, être débarrassé des règles quand on est une femme, je pense qu'on dit merci Seigneur, quoi. Surtout que, on peut le dire, ça permet de moins genrer les problématiques de santé, ce qui est quand même quelque chose qui est assez pertinent aujourd'hui, qui est dans l'air du temps, et c'est presque plus égalitaire d'avoir cette chance-là. Et en effet, moi personnellement, je ne suis pas médecin, mais je le classerais pas en effet indésirable, mais plutôt en opportunité positive de son époque. Voilà, chacun jugera selon son bon vouloir. Je veux dire, je crois que la balance bénéfice-risque, elle est vraiment bien claire. Vous avez le bénéfice là, quoi, le risque là. Je veux dire, enfin, il y a un moment, voilà, ça pèse tellement lourd dans la balance que c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Encore une fois, c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Donc, je crois qu'il faut y aller. Je le redis à tous ceux qui nous écoutent, hein, pas de réticence vaccinale. Et de toute manière, sinon, vous allez vous en prendre plein la gueule, comme on dit. Donc, il n'y a pas d'hésitation à avoir, quoi. Sinon, ça va mal se passer, quoi. Ah, on me signale dans l'oreillette un problème en régie. Bon, on est pas mal là, non? Je crois qu'ils bien. sont convaincus. Ouais. T'as été super. Alors, je crois qu'il faut un peu leur faire peur, mais quand même un petit peu manier la carotte et le bâton. C'est le truc tac-tac. Ouais, c'est classique. Voilà, c'est les vieilles recettes qui marchent bien. Le H1N1, ça fonctionne. Enfin, ça n'a pas fonctionné autant que ça. Mais j'ai un truc à te demander. Toi, t'es vacciné? Moi, on a mis en place, je suis actionnaire dans une société qui permet d'avoir des faux passes, quoi. D'accord. Il faut mouiller la chemise, hein. D'accord. Faut savoir mettre des sous sur la table. Et donc, parce que nous, comme les députés, on est exemptés, il est possible que je change de statut et de régime, parce qu'en fait, je suis en CDD ici. Donc, tu crois que... il va falloir bosser un peu, là. Hein. Okay. Il va falloir bosser un peu. Tu viens me voir au cabinet, hein, et puis on en rediscute, on fera ce qu'il faut. D'accord. Hein, écoute, je te remercie. Continuez. Je te remercie. Alors là, c'est énorme parce qu'on voit 6 cas de Covid-19 sévères dans la période Omicron, donc un variant qui est peu pathogène, qui sont rapportés dans le groupe vacciné de 2 à 4 ans, après la seconde dose, contre un cas dans le groupe placebo. Mais alors, le cas sévère du groupe placebo, c'est un bébé qui a toussé, qui avait le nez qui coulait, et il avait une saturation à 88%. C'est tout, il n'a pas été hospitalisé. Donc moi, je pense que c'est le saturomètre qui ne marchait pas. Je ne sais pas si vous avez essayé de prendre une saturation à un enfant qui gigote dans tous les sens. C'est facile de lui trouver 88. Bon. Donc à mon avis, il n'y avait même pas de Covid sévère dans le groupe placebo. Donc en fait, le vaccin, qu'est-ce qu'il fait? Il aggrave, il facilite et il aggrave l'infection. Et en plus, ça je pense que personne ne l'avait vu, c'est qu'il y a 12 cas de Covid symptomatiques multiples, c'est-à-dire des enfants qui ont fait dans les 3 mois de l'essai plusieurs fois la Covid. Et ils sont tous vaccinés. Ces 12 cas sont dans le groupe vacciné. Il n'y en a aucun dans le groupe placebo.